Je suis là pour briser la glace, pour vous aider à voir de quel côté vous êtes. Ce que vous voyez, c'est vous qui le choisissez. Tempête solaire, reset économique, coupure énergétique, guerre à grande échelle, désastres climatiques, troubles sociaux. Tant de facteurs liés à des situations, à des prévisions, voire à des prophéties auxquelles nous sommes confrontés en cette période fatidique que certains appellent le Kali Yuga, le grand saut quantique, l'apocalypse et ou la fin des temps. En découle une question primordiale. Sommes-nous voués à alimenter ce climat de peur ou au contraire à le transcender ? Sommes-nous destinés à vivre ce que les médias inculquent et martèlent au quotidien ou à passer outre en ne leur donnant pas cette ressource précieuse que l'on appelle attention ? Quand les temps sont durs et quand les tensions durent, beaucoup assimilent la destinée commune à une sorte de cul-de-sac, à une seule et même voie à sens unique, en d'autres termes, à une fin tragique et inéluctable. Nous recevons aujourd'hui Tamara Bi-Human, en guise de contrepoids à tous ces égrégores qu'elle considère comme étant sclérosants, réducteurs et biaisés. Spécialisée dans la guidance, dans la lecture et le passage d'âme, ainsi que dans les soins énergétiques, elle vient nous démontrer qu'au-delà de survivre, certains vivent, voire renaissent, quand la majorité, elle, se laisse chuter en suivant le chant des sirènes. S'agit-il d'une question de choix, de prédominance, de conditions sociales ou seulement de point de vue ? Telles seront les questions abordées lors de cette entrevue pas comme les autres sur Âme Dessine, votre portail quantique et holistique. Toutes mes salutations amis internautes et bonsoir et bonjour, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ce soir encore une belle émission qui nous attend avec des conclusions, je vais spoiler, positives pour nous aider, pour nous accompagner en ces périodes assez dures, pour le moins compliquées. J'avais une petite parenthèse en amont avant de commencer celle-ci, par rapport au nombre d'abonnés notamment. J'ai eu des retours, des personnes me demandant « Mais pourquoi Rudy, il y a 9400 abonnés et quelques sur ta chaîne et pourquoi tu as si peu de vues ?» Eh bien tout simplement parce que cette chaîne à la base, ce n'était pas Âme Dessine TV, c'était l'Archiviste, mon ancienne chaîne via laquelle j'étais anonyme tout simplement. Je traitais d'autres thématiques beaucoup plus controversées bien entendu, avec des sujets bien plus dark et c'est pas du tout le même public, c'est pas du tout la même audience. Donc encore mea culpa pour ceux qui tombent dans leurs recommandations sur cette nouvelle chaîne. J'ai pris le pari de changer le nom, de la transmuter, de la transformer, alors que j'aurais pu éventuellement en créer une autre. Voilà, d'un commun accord avec ma partenaire dans ce projet, j'ai décidé de garder cette chaîne et donc effectivement certaines personnes ne se désabonnent pas à mon plus grand étonnement. Il y a même des abonnés en plus, mais pour le coup l'algorithme n'aime pas ça et donc ceci explique cela, sachant en plus que sous l'Archiviste il y avait eu énormément de strikes, énormément de shadow banning, La dernière vidéo qui avait sauté et qui avait complètement pénalisé ma chaîne pendant plus de 6 mois, c'était Out of Shadows. J'avais fait la traduction, j'étais un des premiers à l'avoir faite, donc bien entendu c'est pas passé. La chaîne a été en pause pendant plus de 2 ans, donc 2 ans d'inactivité, Shadowban plus strike. Vous imaginez que quand on la reprend, on n'a pas le meilleur taux d'engagement et on n'est pas vu sous les meilleurs auspices au niveau de YouTube. Et donc voilà pourquoi le taux d'engagement est plutôt médiocre par rapport à ces nouvelles vidéos. Je pense que c'est important, je ne me serais pas justifié par rapport à ça et par rapport à ces retours si je ne vous inviterais pas par la suite et par la même occasion à vous désabonner si vous n'êtes pas intéressé par ce nouveau contenu, puisque c'est plus intéressant pour nous d'avoir moins d'abonnés qui sont plus intéressés que beaucoup d'abonnés qui sont moins intéressés. Tous les intervenants qui viennent et qui se présentent, qui déroulent leurs arguments et qui traitent les thématiques abordées sont très très intéressants et pour moi le but est malgré tout que ce soit proposé au plus de gens possible. Donc par rapport à ça, encore une fois, tous les primo-arrivants, je leur souhaite la bienvenue et je leur demande bien entendu de mettre un pouce, ce que je ne fais jamais, puisque c'est plutôt égotique de demander ça et ça me passe un peu au-dessus de la tête. Mais malgré tout, c'est important. Mettez un pouce, partagez, bien entendu, pour le référencement, laissez un commentaire si ça vous plaît et si ça vous parle. Pour les autres qui m'ont soutenu auparavant
et qui ne se désabonnent pas, peut-être encore par soutien, désabonnez-vous, je vous en prie. Voilà. Quitte à peut-être revenir vous abonner plus tard si vous avez cheminé et que les nouveaux sujets abordés sur cette chaîne vous parlent, n'hésitez pas à le faire. En attendant, le fait est que vous vous désabonniez, c'est plus intéressant pour que ceux qui sont intéressés par ces sujets et ces thématiques puissent avoir les vidéos dans leurs recommandations. On passe tout de suite à l'invité. Bonsoir Tamara. Eh bien, bonsoir. Bienvenue sur notre antenne et puis vraiment très très enchanté de t'avoir parmi nous ce soir. Merci, c'est un honneur. Renaître dans le chaos, une thématique qui est d'actualité si je puis dire, avec tout ce qui se passe en ce moment. Renaître dans le chaos, qu'est-ce que cette phrase t'inspire déjà dans un premier temps ? C'est le champ des possibles. C'est le champ des possibles et le fait au cœur de nos vies que l'on est créateur. Déjà dans la pensée, dans les émotions, on est des êtres vibratoires, ça on le sait. Et là, on a vraiment la possibilité, puisqu'on est mis à l'épreuve sur tellement de plans différents, qu'on a la possibilité d'aller se rebrancher sur notre cœur, sur notre essence, sur nos valeurs, et de créer absolument tout ce qu'on veut. C'est comme si on était sur une page blanche. Alors certains vont la voir toute noire, mais finalement, on peut autant créer et autant être libre de se projeter en termes de champ des possibles sur un fond noir que sur un fond blanc. Se projeter, est-ce que c'est pas un peu difficile pour certains qui sont la tête dans le guidon ? L'expression, elle est adéquate par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, je ne vais pas insister, mais je vais vous passer un petit extrait juste après par rapport à la panique ambiante. La thématique et ton invitation tombe à point par rapport à la conjoncture de fin d'année, par rapport à 2023. Même si tu m'avais précisé, alors on va clore cette parenthèse dès maintenant, tu ne fais pas de voyance. Tu n'es pas dans les prédictions. Si tu peux un peu développer là-dessus, c'est pas, contrairement à d'autres praticiens, ça fait pas partie du panel dans tes capacités. Non, ça fait pas partie du panel. Parfois en séance, ça reste très rare, donc je préfère ne pas en parler. Mais parfois, on va avoir une vision, une visibilité de ce vers quoi la personne s'en va, vers quoi elle se dirige, si tu veux. Donc, comme des étapes, différentes étapes. Mais ça va jamais plus loin que ça. On est tellement sur de l'instant présent en guidance. Et surtout, des êtres souverains. Et quelque part, je crois que ça vient aussi par rapport à mes croyances, le fait de ne pas avoir ces capacités-là. Sans doute que moi, de mon côté, j'ai encore des croyances qui ferment. J'en sais rien. C'est une vraie question. Mais on est des êtres souverains, on est des êtres créateurs. Et du coup, dans la notion de prédiction, de voyance, il y a quelque chose de très influent, peut-être trop influent, et qui nous limite, qui nous enferme. C'est-à-dire que si je vais dans ce sens-là, en fait, c'est mon destin. Si j'y vais pas, je risque de passer à côté d'autres choses. Mais où est mon pouvoir de création dans ce concept-là ? Moi, ça me gêne un petit peu. Du coup, c'est peut-être par rapport à mes croyances que j'ai pas cette possibilité, ce potentiel-là, en tout cas, je l'ai pas dans mon panel. Ouais, en quelque sorte, on se bloque, on se restreint à certaines lignes temporelles alors qu'on a toute une multitude de choix face à nous à chaque moment et qu'on peut à chaque fois choisir une direction en fonction de notre attitude et de nos pensées. C'est exactement ça. En tout cas, ça fait partie encore de mes croyances. Et oui, il y a certainement des grandes lignes qui sont collectives, humanitaires. À titre individuel, je reste persuadée que si on prend à droite, ce ne sera pas pareil que si on prend à gauche, ni si on va tout droit, ni si on décide de faire un pas en arrière, ou même dans ma journée, si je décide de m'arrêter pendant quelques secondes. Mais ça change déjà le cours de cette journée. J'ai tenté d'en parler là cette semaine sur un direct par rapport à une chaîne YouTube. On était plus de 2000 lors du direct et l'argument il n'est pas passé. On se reprend juste après. Il faut le dire, on est dans la merde. Nous sommes dans une situation absolument merdique. J'étais dans les embouteillages pour faire le plein. Je n'ai pas envie d'être prise en otage par des trucs écolos. C'est bon, mais je veux l'essence. Rendez-moi mon essence. Rendez-moi mon essence maintenant. D'accord, moi j'ai aussi des rêves, j'ai des projets, j'ai envie de partir en vacances. Mais je ne peux pas. Je veux mon plein d'essence, je veux refaire mes courses. Je veux retourner sur le champ. Là, tu vas connaître une décentralisation totale de tous les pouvoirs politiques. Mais écoute, de toute façon, on est dans la merde. C'est la merde, on sait qu'on est dans la merde pyramidale, je le sais. Je le sais bien. Mais moi je veux que l'essence revienne dans ma putain de station-service. C'est quand même simple. Je suis un homme simple. Peut-être réagir éventuellement à l'un et à l'autre si possible. Oui, dans la vas-y. mesure où Fais le l'un et médiateur. l'autre ont raison. Ça fait 15 ans qu'on met des pansements sur des pansements sur des pansements. Au bout d'un moment, la plaie elle est béante et ça va juste exploser. En revanche, tomber dans
dans la sinistrose, c'est pas une solution. Étudiez la stratégie du choc de Naomi Klein, lisez ce qui a marqué dans la devise franc-maçonne Ardo ab chaos, l'ordre par le chaos, et arrêtez. Enfin, moi, si j'ai un conseil à vous donner, même si DG, je sens que tu as envie de t'indigner sur ce sujet, il cherche avant tout à diriger par le chaos et à faire des effets d'annonce. Certaines personnes ont du mal à entendre ces arguments-là en ce moment. Ils sont, comme je disais initialement, la tête dans le guidon. Ils cherchent matériellement à trouver des solutions, des issues. Quel est, toi, ton ressenti en ce moment par rapport aux énergies et par rapport à l'actualité, même si je sais que tu es un petit peu en retrait, en décalage par rapport à celle-ci? C'est le mot projection que je trouve intéressant. On a du mal à se projeter. Et dans cette notion de projection, peut-être jusqu'à ce qu'il nous arrive tout ça, là, dans la projection, il y avait peut-être encore un petit peu une énergie de contrôle. Donc, encore quelque chose d'un petit peu limité et limitant. Donc là, vu ce qu'on est en train de vivre, évidemment, je ne peux pas me projeter, puisque je reçois tous les jours l'information que ce n'est pas moi qui décide totalement. Donc ça, c'est une information qu'on veut me faire croire très, très fort. Donc, ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de dévalorisation, on l'a vu aussi un petit peu plus précédemment, ça j'en ai eu vent quand même, qu'il y avait des sous-métiers, etc. Donc on se prend très fort des attaques au niveau de notre perception de nous-mêmes, de notre champ des possibles, encore une fois, ce mot, je pense qu'on va l'entendre souvent ce soir. Et plutôt que de projeter, alors je vous propose un autre mot, imaginer, rêver. Ça passe par là. Comment est-ce que je peux trouver une issue de secours? Comment est-ce que je vais me débrouiller, moi, dans cette situation pour continuer à avoir une expérience de vie la plus paisible, la plus joyeuse, la plus agréable, la plus sympathique? Et ça passe par de l'instant présent, encore une fois. Donc, dans mon instant présent, je suis limitée parce que je ne peux pas prendre d'essence. Bon, qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin, là, à aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas d'autres ressources? Est-ce que vraiment, il n'y a que ça qui peut me mettre à terre? Il y a quelque chose d'assez rebelle, j'allais dire, d'assez révolutionnaire. Ne laissez personne vous enlever votre espoir, votre joie de vivre, votre capacité à créer des solutions. Donc, autant il peut y avoir des décisions qui ne nous appartiennent pas parce qu'elles sont gouvernementales, etc., qui vont nous faire croire, en tout cas, s'appliquer très fort à nous faire croire. À partir du moment où on croit réellement, on va parler des croyances aussi beaucoup ce soir, à partir du moment où on croit réellement qu'on est limité, alors on donne ce pouvoir à l'extérieur et on est limité. On vit cette réalité-là d'être limité. Si toutes les fois je le vois comme un défi de dire bien joué, comme sur un jeu d'échecs, bien joué, c'était bien tenté là de me réduire, mais j'ai encore plein de ressources. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Excuse-moi et pardonnez-moi d'avance pour cette posture. On dit que la politique, soit on s'en occupe, soit c'est elle qui s'occupe de nous. Et ce que tu expliques là, c'est encore une fois, le but, c'est d'élargir la spiritualité aux kidam, aux gens qui n'ont pas accès ou qui s'y intéressent un petit peu de loin. Certaines personnes pourraient dire tout simplement que c'est compliqué d'être dans l'inaction. Ils pourraient assimiler ça comme une certaine posture d'autruche, de ne pas voir ce qui se passe en face, de ne pas réagir, de ne pas être en réaction par rapport justement à tous les faits divers, et tout ce qui nous impacte au quotidien dans la société. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens ? Les combats sont nombreux et on a besoin de tout le monde. Si on doit utiliser cette sémantique un petit peu de guerre là, ou de combat, de lutte, l'essentiel étant d'aller se recentrer vraiment sur ses valeurs. C'est-à-dire que finalement, il y a tout qui peut nous faire réagir. Tous les sujets sont bons pour aller dans la rue, manifester, œuvrer. Là où on risque de s'épuiser, c'est justement d'être défocus, déconcentré. On sait que dans notre pouvoir de création, à un moment donné, on a besoin de se concentrer et d'amener toute notre énergie, toute l'information dans une seule et même direction. Donc, je dis pas, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je dis pas de absolument s'occuper de rien. Par contre, d'être suffisamment dans son discernement pour ressentir qu'est-ce qui, moi, me met en mouvement. Cette colère, cette indignation, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. On n'est pas là dans le côté si je suis super abouti en être spirituel, je ne ressens plus aucune émotion. Non, ça c'est quand tu es mort en fait, que tu n'as plus d'émotion. Donc tu peux être traversé aussi par de l'indignation, par de la colère. C'est une force motrice
et qui vient nous rappeler aussi que non, là, je suis pas d'accord. Là, ça va trop loin. Je ne veux pas de ce monde-là, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour l'humanité de demain. Je trouve que c'est un axe qui est intéressant pour aller se questionner sur le discernement. Parce que sinon, on peut chacun avoir nos valeurs et puis se prendre la tête, comme cette humanité le connaît depuis déjà trop longtemps, sur un axe, une compréhension qui n'est pas la même, une sensibilité différente. Alors que si on vient chercher le diapason commun, est-ce que ça, c'est bon pour l'humanité? Si à l'intérieur de moi, ça dit non, 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 ni pour moi, avec mes codes sociétaux à moi, avec mes valeurs, mes croyances, mes conditionnements, mes programmations à moi, ça dit non. Mais si je l'étends à l'humanité et que ça dit toujours non, c'est pas uniquement ma projection, c'est pas uniquement ma perception, alors je peux prendre le combat, alors je peux me reconnaître comme étant, je vais utiliser un gros mot, légitime. Ah, c'est-à-dire c'est pas uniquement de la réaction, c'est pas uniquement de l'ego par peur de ou pour faire entendre sa voix. Là, ça va être vraiment de l'ordre de la valeur, encore une fois. C'est-à-dire j'honore mes valeurs. Moi vivante, ça non. Donc je vais pouvoir m'investir. Alors la politique, on a une vision inaccessible. Inaccessible. On se sent pour le coup très impuissant face à la politique. Mais finalement, la politique, elle commence déjà dans mon quartier, dans ma rue. Ce que je souhaite voir dans le monde, est-ce que c'est déjà le cas dans mon microcosme à moi? Est-ce que c'est vraiment... on le voit de toute façon depuis ces dernières années, les manifestations, ça ne sert pas à grand-chose. Faire passer... Bon, moi, je continue à signer les pétitions et tout ça, mais faire passer... Bon, on a découvert il y a quelques années, je ne sais plus trop, le 49, je ne sais pas quoi, là. 49.3, oui. Voilà, 49.3, on se dit en mode, et voilà, ça sert vraiment à rien en fait. Bon, du coup, c'est pas si haut que ça qu'on va œuvrer. C'est déjà en bas de chez moi. Hein. Donc, ce que j'appelle en bas de chez moi, c'est ma cellule familiale, ma cellule sociale, ma rue, mon immeuble, mon quartier. Donc, qu'est-ce qui me révolte tant au niveau national, qui existe aussi dans mon microcosme et pour lequel je peux agir? Ah oui, très bonne réponse. À l'échelle macro et micro, quand on focalise sur l'échelle macro, est-ce qu'on ne se perd pas un petit peu dans le micro? Est-ce qu'effectivement, vu la situation actuelle, il n'est pas déjà difficile d'entreprendre, d'achever des projets, de les réaliser, d'aller jusqu'au bout, si on est parasité de toutes parts par l'actualité? Et est-ce que ce n'est pas non plus l'effet recherché par les médias ou par les énergies qui contrôlent ces structures? Moi, il me semble, je me risquerais à donner mon avis là, mais il me semble qu'on est dans un énorme jeu d'éléphants roses. Regarde par ici, regarde par là, des choses que tu ne pourras pas atteindre parce qu'elles sont trop grosses, elles concernent le collectif. Mais le collectif, il ne faut jamais oublier que c'est une somme d'individus. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, ok, le collectif subit ça. Mais dans ce collectif, je réduis l'échelle, encore une fois, à mes gens à moi. Ceux que je côtoie tous les jours, que je les connaisse ou pas. Est-ce que ces gens-là sont impactés? Si oui, comment est-ce que je peux, moi, aller dans le sens de ce que je veux à la place? Tu parles des gens autour de soi. Toi, tu as des consultations, tu as des patients. Comment les aides-tu principalement? Alors, ils viennent me chercher pour de la guidance, prioritairement. J'ai dans mon bagage, tu le sais, des années de pratique en termes d'accompagnante, du coaching de vie prioritairement, de la thérapie par extension, bien sûr. Une formation première, mais par extension. Alors aujourd'hui, c'est la guidance qu'ils viennent chercher. Donc, ils viennent récupérer de l'instant présent, du positionnement, de la compréhension. Et là où moi, je les accompagne, moi en bas, là petit moi, là où je les accompagne, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que quel que soit ce qui vient te chambouler, te perturber, si déjà tu es maître de cette partie-là de toi, en bas, ça va être quand même beaucoup plus simple pour t'aligner avec cette partie plus haute. Alors, on parle d'alignement, et il s'agit déjà d'aligner nos centres vitaux à nous. Je ne peux pas espérer chatouiller les deux pieds de mon âme, là, si en bas, je suis toute déstructurée. Donc, là où je les accompagne prioritairement, c'est la maîtrise du mental, la maîtrise des émotions, savoir déjouer et assouplir l'ego, et surtout être à l'écoute de plus en plus des invitations que leur envoie l'âme, donc le plan supérieur. Donc, quand ils sont face à du chamboulement, j'ai mis en place, je suis sans doute pas la seule, ce qui s'appelle la météo de chacun, en séparant les 4 plans de conscience. Donc, comment ça va?
bah, la personne, quand elle arrive à moi, ça va pas bien. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui me dit oh, je suis venue te voir parce que ça va super bien en ce moment, même si j'ai des jolis retours de temps en temps. Mais prioritairement, quand les gens viennent me voir, c'est que ça va pas. Donc je leur apprends déjà dans un premier temps, c'est où que ça va pas chez toi. C'est comme dans la voiture. Ma voiture est cassée. Oui, mais c'est à quel endroit que ça marche pas. Donc, comment va ton plan mental? On prend cette image du ciel bleu, mental, la tête en l'air, la tête dans les nuages. Est-ce que dans ma tête, c'est tout bleu? Est-ce que mes idées sont claires? Est-ce que c'est un ciel éclairci, quoi? Ou est-ce que j'ai de la brume, j'ai du brouillard, j'y vois pas très clair, j'ai les idées sont un petit peu confuses, voire même, si ça va vraiment pas dans mon plan mental, j'ai des idées noires. J'ai des gros nuages de partout, j'y vois pas clair, je suis perdue dans ma tête. Ok, ça c'est le plan mental. Ensuite, je vais les questionner sur le corps émotionnel. Donc sur le corps émotionnel, évidemment, on va prendre l'élément eau. Comment sont tes os? Quelle est la qualité de tes os? Donc, est-ce que à nouveau je suis sur une eau miroir, tu sais, ces eaux magnifiques, là, toutes plates, il n'y a pas une ride dessus, ce qu'on va appeler la sérénité, plénitude. Est-ce que si je regarde mon corps émotionnel, pouf, il n'y a rien qui bouge. Bien. Ou est-ce qu'au contraire, je commence à avoir un petit peu des petites vaguelettes, là, ça arrive, des trucs qui ça me met pas forcément très à l'aise, je ressens un malaise dans mon corps émotionnel. Est-ce que ça commence vraiment à remuer ou est-ce que finalement je suis déjà dans une grosse tempête avec des tornades, des rouleaux, ça éclabousse et du coup, c'est les grandes eaux, je pleure de partout. Ensuite, on va regarder bien sûr le corps physique. Le corps physique, on va prendre un arbre. Donc, est-ce que je suis remplie de sève, de vie, avec, tu vois, avec mes fleurs, mes feuilles de partout, comme un arbre au printemps? Je suis à l'aube de mes 20 ans, là, limite, dans mon corps physique. Ou est-ce que je ressemble plutôt à un arbre en plein hiver qui se caille, là, qui est presque tout mouru, tout sec, avec plus trop de vie qui circule à l'intérieur, en tout cas qui est au repos. Donc, le dernier plan d'observation, c'est la lumière, bien sûr. Est-ce que en ce moment dans ma vie, je ressemble plutôt à une allumette dans le froid, c'est-à-dire qu'à tout moment, ma lumière ne brille pas beaucoup, alors ça va se traduire par « je n'ai pas de chance ». Souvent, les gens disent « en ce moment, j'ai des difficultés dans ma vie, j'ai des bâtons dans les roues, il n'y a rien qui va. Moi, je vais bien, mais dans ma vie, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va, je ne comprends pas pourquoi. » Bon, ok, là, c'est plutôt taille allumette. Ou est-ce que je suis un phare dans l'obscurité, je diffuse ma lumière de partout dans le monde, et auquel cas, les gens vont le traduire par « il ou elle a beaucoup de chance ». Donc, à travers cette météo énergétique, ça nous permet déjà, enfin, cette météo personnelle, individuelle, ça nous permet déjà d'aller mesurer où est-ce que ça va pas. Je peux aller bien dans ma tête, d'avoir les idées, c'est ok, mais ne pas forcément aller bien dans mon corps émotionnel. Donc, ça sert à rien de travailler sur le mental si c'est au niveau de l'émotionnel qu'il va falloir travailler. Je peux me sentir raplapla, je me lève pas trop de bonne humeur, dans la tête et dans le corps émotionnel, pourtant mon corps physique va bien. Donc, je ne suis pas obligée de vivre cette journée comme ça. Jusque dans le corps physique, tu vois, on a tendance un petit peu à mélanger les informations. Donc, déjà, on sépare ces 4 plans de conscience de manière à avoir un petit peu plus conscience du soi, le grand soi, là, dont on parle. Et on va pouvoir, par des outils de coaching et d'accompagnement, injecter là où il faut, le bon carburant, mais surtout apprendre aux personnes à devenir autonomes. Donc, à savoir se diagnostiquer. Tu parles de météo énergétique, ça me fait penser à cette image. Est-ce qu'il n'est pas possible en pleine tempête, en plein orage, d'avoir une éclaircie sur une simple chaumière dans un village, sur une personne parmi la foule? Est-ce qu'on peut effectivement trouver le beau temps dans la pénombre? J'aime cette image que tu nous donnes là, et pour moi c'est exactement ça déjà qu'on est en train de vivre. Tu sais, on parlait tout à l'heure du collectif qui peut être chamboulé dans du dark. Au milieu de ce collectif, il suffit d'une personne qui va bien. Hein. Une personne qui va bien, qui a un grand soleil au-dessus de sa tête, qui est lumineux, qui peut même être très en confiance ou rire un petit peu, ou afficher déjà un sourire, un bien-être dans son instant présent, là, ici, maintenant. Moi, ça va bien. Et c'est un petit peu ça l'image que tu nous donnes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le chaos de partout. Moi, je peux faire ma petite bulle où, oui, je ne suis pas dans le déni, hein, oui, c'est le chaos. Mais moi, de là à là, ça va bien. Hein. Je ne vais pas laisser le chaos rentrer dans ma bulle à moi. Donc, cette petite bulle de lumière, cette petite sphère de lumière, il ne faut pas sous-estimer à quel point elle est contagieuse. À quel point elle est contagieuse. Et donc, ça peut faire plein de petites bulles, et finalement, c'est même tout un village qui va être épargné par le chaos. On revient vraiment sur cette notion du 1 + 1. Tu valides donc la théorie des cercles de prière
Est-ce que tu valides ça, comme quoi certaines personnes, on va dire un groupe de personnes qui se met à prier, peut tout d'un coup impacter les lignes temporelles par rapport à la destinée commune? Oui, tu sais, j'irais même plus loin que ça. Tu te souviens, lors des confinements, là, ils avaient rajouté, parmi toutes les règles et tous les interdits, l'interdiction de se regrouper à plus de 6. Oui, oui. Un hasard? Je ne pense pas. Parce que déjà, tout seul, on en voit beaucoup, on diffuse beaucoup. Si on avait la possibilité, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont ce don-là, hein, de voir les énergies. Si on avait la possibilité de voir à quel point, quand je me concentre, ce qu'on disait tout à l'heure, si je me focus et que je diffuse en conscience, bah déjà, je rayonne, donc j'envoie cette information à l'extérieur de moi, multiplié par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, il se passe quelque chose. Donc effectivement, quand moi j'invite un peu les esprits rebelles là, quand on vous donne une interdiction, d'aller chercher, pas forcément d'être de suite dans la confrontation de eh ben d'accord, bah, puisque c'est interdit, je vais le faire. Bon, un petit peu, mais surtout d'aller voir, ok, qu'est-ce qu'on vient nous dire là? Qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous dire qu'à plus de 7, on est vachement puissant en fait. Oui, c'est un aveu caché quelque part. Eh oui. Ça va lire les lignes. Eh oui. Alors, à l'inverse, qu'est-ce que tu pourrais préconiser? À ton avis, quelles sont les issues pour ceux qui se plaignent en groupe? Bah, un peu à l'image du live sur lequel j'ai été, et sur lequel j'ai essayé de prêcher la bonne parole, entre guillemets, même si c'était en vain. Tous ces gens qui... Oui, tous ces gens qui se plaignent en groupe communément et qui, en quelque sorte, on peut reprendre l'image des manifestations. J'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'à l'époque, je faisais beaucoup de journalisme alternatif. C'est une sorte de plainte et de doléance commune, quelque part. Est-ce qu'on alimente... parce que là, c'est contre-intuitif, encore une fois, on croit participer à une action bénéfique et militante pour l'avenir de nos enfants et pour nos avenirs respectifs. Et quelque part, est-ce qu'on n'alimente pas justement l'égrégore négatif auquel on se confronte? Il me semble que oui, je vais me permettre des affirmations, mais j'ai fortement tendance à croire que oui, évidemment, ça s'explique même de façon physique, de façon scientifique. Si je multiplie du noir par du noir, je vais qu'avoir du noir. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps dans ces 2 dernières années là, au niveau de mes consultants, à leur expliquer, sors de la torpeur, sors de la... Ouais, tu te rends compte? Oui, et alors? Passe la deuxième là. Donc, tu en fais quoi de ça? Parce que se révolter, ça change rien. Et je suis maintenue en plus dans cette espèce de prison mentale, émotionnelle, de oh là là, ça va pas! Il faut vite le transmuter entre autres choses, ça. Ça va pas, ok, et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, s'il suffisait d'aller dans la rue pour dire on n'est pas content, on n'aime pas ça, pour que depuis la nuit des temps, ça se saurait quand même. Pour que, ah d'accord, bah oui, excusez-nous, pardon, on vous avait pas consulté, mais bien sûr, on va changer ça de suite, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Non, je crois pas qu'on en soit là. Donc clairement, du coup, puisque ça ne sert pas à une réelle démocratie, cet acte-là de manifester, regardons-le effectivement en termes d'énergie, en termes de fréquence, qu'est-ce qu'on est en train de créer là? Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Une espèce de chaudron avec tout du caca qui ne nous appartient pas. Par contre, on le met au même endroit, on tambouille, on allume le feu en dessous. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'on fasse des bonnes potions. Je ne suis pas sûre. Parce que c'est des cacas qui ne nous appartiennent pas qu'on met dans le chaudron en plus. Hein. On peut être très concerné personnellement hein, et aller faire entendre notre voix. Mais je ne suis pas sûre que la notion de se regrouper soit un axe de solution. C'est-à-dire on va se regrouper, mais si tu regardes, c'est complètement stérile. Il n'y a pas là... Ça serait beaucoup plus créatif, justement, si on se mettait dans une énergie de « alors qu'est-ce qu'on crée à la place ?» Bon, bah du coup, au lieu de marcher dans les rues en disant « oh, on n'est pas content, ça, on veut pas !» Bon, bah on va s'asseoir, puis on va peut-être discuter. Alors d'accord, t'es pas content, t'as pensé à une solution? À ton niveau, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta rue, dans ton quartier, dans ta ville. On en revient toujours à cette notion d'impuissance au niveau de la politique, tu vois, ce gros truc qui font que les gens, il me semble, si je veux dire les gens, là, c'est comme si la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est dire non, tellement fort que ça va s'entendre. Ça ne va pas s'entendre. Les gens concernés, là, ils n'ont pas un micro qui leur fait entendre la rue, hein, pas du tout.
Pas du tout. Donc plutôt se concerter. Il y a eu des tentatives qui ont été avortées, mais il y a eu des tentatives ok, construisons derrière. Ça, on n'en veut pas. Du coup, si on n'en veut pas, ça veut dire quoi? Parce que, tu sais, il y a un truc, moi, qui m'a révoltée, à titre personnel. Quand il y a eu cette histoire de masque. Alors, tu les voyais les week-ends, non, pas d'accord, on veut pas, patati patata. Et le lundi au vendredi, ils sont passés où, ces gens-là? Ils sont passés où, ces gens-là? C'est-à-dire que j'avais la place de la ville, où j'habite sur Montpellier, remplie, oulala, tous les week-ends. Les commerçants étaient obligés de fermer pour pas se faire casser les bidules, donc ils étaient eux les premières victimes. Et les gens n'étaient pas contents. Et du lundi au vendredi, quand je partais dans la rue faire mes courses, etc., je me faisais emmerder parce que j'ai jamais porté ce fucking masque. Mais ils sont où, tous ces gens-là? Si je suis pas d'accord, c'est à moi de le manifester dans ma réalité. Dans mon quotidien, c'est pas que le samedi de 10h à 14h quand même que je suis pas contente. T'appelles à la désobéissance civile en quelque sorte? Totalement. Oui. Totalement, bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que justement, c'est pas un peu contradictoire avec le fait de lâcher prise? Puisque quand on lâche prise aussi, on accepte quelque part, on est dans la résilience. Ok, c'est une super bonne question en termes de discernement. Il ne s'agit pas de lâcher prise sur mes valeurs et mon humanité, hein. Au contraire. Ce lâcher prise dont on peut parler, pardon, on ne va pas mettre tout dans la même tambouille là. Quand on parle de lâcher prise, c'est face à quelque chose pour lequel je suis totalement impuissante. Donc, je vais devoir accueillir en moi cette information, cette nouvelle donne, cette nouvelle personne, quoi que ce soit, que chez moi, ce n'est pas très confortable. Lâcher prise, c'est je m'invite à accueillir chez moi, là, de façon la moins douloureuse, l'information ou autre. D'accord? Souvent, ça va me faire travailler sur ma frustration. Mais là, en l'occurrence, encore une fois, on parle du trésor de cette planète Terre, l'humanité. L'humanité. Donc, en aucun cas, je mettrai la notion de lâcher prise en face des valeurs humaines. Jamais. Au contraire. Les valeurs humaines, ça me fait penser au mot être humain souverain, être souverain dont tu parlais. Est-ce que tu as entendu parler de ce mouvement? Il y a un mouvement qui s'est créé principalement. On avait invité Jérémia sur l'antenne, que je connais personnellement et à qui je passe un coucou, qui est un des précurseurs en France par rapport à ce mouvement. Est-ce que tu sais en quoi il consiste? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Non, je veux bien que tu me fasses un brief parce que ça m'intéresse. Oh, bah, en quelque sorte, ce sont des gens qui ne se considèrent pas comme des personnes, puisque le mot personne est assimilé à une entité morale, donc à une entreprise, donc à un système prédéfini depuis notre naissance, par le biais de l'acte de naissance, entre autres, et le numéro de sécurité sociale qui est adossé à un crédit. Je ne vais pas te donner tous les détails, mais ce sont des gens qui se sont affranchis de toute cette myriade de lois qui nous a servi factuellement. Ils ont donné des preuves depuis 10 ans et c'est assez intéressant et c'est pour ça qu'on avait fait une émission spécialement dédiée à la spiritualité. Donc je vous invite à aller la voir d'ailleurs au passage, de la fraude du non légal à la conscience de soi. Donc ce mot être humain souverain, pour toi ça vient naturellement, t'es pas au courant de ce groupe? Pas la version française, j'en avais entendu parler outre-Atlantique. Ah oui. Par Jean-Baptiste Coeur. Et d'autres, je pense à Alice par exemple, qui est sans doute une des pionnières de ce concept. Effectivement, oui, effectivement. Mais pas le courant là. Mais super, merci de le relayer, merci de le faire vivre, de l'insuffler. C'est exactement ça. Alors à ma petite échelle, c'est ce que j'apprends, je guide, j'accompagne les gens à connecter ça chez eux, de façon individuelle. Ils sont considérés comme des terroristes aussi. Je tenais à mettre cette petite parenthèse pour aussi mener à la prochaine question. Nous mener à la prochaine question. Comment on se détache du regard extérieur? Puisque renaître dans le chaos, ça passe aussi par se raccorder à soi-même et donc lâcher prise par rapport aux avis, aux filtres des autres. Qu'est-ce que tu préconises, toi? Quels sont tes conseils par rapport à ça? Ben oui, c'est là qu'il intervient, le lâcher prise. Alors, les autres, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux.
Les autres, ils sont tous uniques, spécifiques. Alors, en ce moment, de moins en moins. C'est vrai qu'on tend à une forme de conformisme très visible, mais jusqu'alors, et jusqu'à preuve du contraire, chaque humain est un univers, chaque humain est spécifique et unique. Donc, si je me branche sur satisfaire, convenir, ne pas déranger, plaire aux autres, je risque de finir schizophrène. Hein. Première chose, vraiment à bien intégrer. Ensuite, c'est vraiment là qu'on va se proposer, se lâcher prise. Pour récupérer ma souveraineté, il faut que je sois au maximum branchée sur moi, mon information, mon essence, ma vibration, ma vérité, mes infos à moi. Or, le regard extérieur, c'est écrit dedans, c'est à l'extérieur. Un être souverain, par définition, il va développer cette confiance en soi qui fait que, ok, ce stylo est bleu, je peux avoir le reste de la planète qui va me dire il est vert, parce que si tu dis qu'il est bleu, tu es un terroriste. Moi, vivante, écoute, il est vert pour toi, il est bleu pour moi. Donc, les petits conseils, ça serait déjà de beaucoup travailler sur la liberté d'être. Ça va être difficile de se l'offrir à soi et de l'incarner si je ne suis pas capable de l'offrir à l'autre. Donc, tu vois qu'on n'en est pas rendu encore dans cette humanité. Je ne veux pas être pessimiste, mais il y a quand même vachement de boulot à faire, il y a tout un chemin à faire. Puisque pour que je me foute la paix avec le regard des autres, il faut que moi-même, j'arrête d'être dans ces codes très égotiques de comparaison aux autres. Si je suis attachée au regard des autres, c'est uniquement dans un souci de comparaison. Il faut que je sois acceptée, il faut que je sois pareil, il faut que je sois meilleure, il faut que je... Tu vois ? Donc, ça veut dire vraiment de lâcher cette notion égotique et de faire grandir cette confiance en soi qui dit, moi, je fais cette expérience de vie, tort ou raison, sortir aussi de ce côté binaire, là, la vérité, ce qui est faux, ce qui est vrai, etc. Se dire, moi, c'est bleu, mais je t'en veux pas que toi, c'est vert. Pourquoi ça te met aussi en colère que moi, c'est bleu ? Donc, tu vois, ce lâcher-prise, il va être accessible, encore une fois, pas dans le concept mental. Parce que dans le concept, je crois qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on amène ce soir. Tu vois, de façon... les personnes qui ont déjà cheminé, c'est « oui, ok, on sait bien, Tamara ». Oui, mais au niveau de fréquence, est-ce que tu l'incarnes, cette liberté d'être à toi comme aux autres ? Je me fous la paix si je suis capable de foutre la paix aux autres à ce point-là. Et pour ça... moi, je suis très aidée parce que j'ai les sous-titres, la petite oreillette là, avec mon crew, dans le monde subtil, si je peux préciser, qui fait preuve, mais tout le temps, d'humour, d'amour et de légèreté. La clé, elle est là. C'est-à-dire, bon, c'est pas si grave, tu as le droit de penser que ton stylo est vert. Moi, I don't care, ça change pas ma réalité où il est bleu, mon stylo. Oui, t'as substitué ton ego à cette petite oreillette, en quelque sorte. Alors, pour moi, c'est une troisième place. Donc, ils sont tous là, sur chaque épaule, en quelque sorte. Partout. Non, pour moi, c'est une très bonne question et c'est aussi vers ça que j'amène les gens que j'accompagne, à créer cette troisième place. Il n'y a pas que l'âme et l'ego. Il y a cette place intermédiaire où pour moi, c'est dans cette place-là que je peux réellement parler de libre arbitre. Avant, je ne peux pas. Tant que je suis que dans l'ego, être compliqué, mes choix sont déterminés par mes conditionnements, par mes programmations, par mes croyances, etc. Par contre, si j'arrive à m'extraire de cette place-là, comme je dis, va t'asseoir à côté de ton âme sur un petit nuage là, et puis regarde d'en haut, regarde cette existence, étends-la là. Tu prends de la hauteur et puis tu l'étends, d'accord ? Donc, quelle que soit la réalité que tu es en train de vivre, tu vois bien que tu n'es pas le seul personnage sur la scène, il y en a plein d'autres, qui ont chacun leur script, chacun leur réalité, etc. Et puis tu vois bien que si tu l'étales dans le temps, dans la distance, qu'est-ce que tu vas donner comme importance à tout ça ? Donc c'est vraiment une posture qu'on appelle la métaposition, de façon un petit peu plus pro. J'appelle faire l'aigle, de façon métaphorique. Dis fais l'aigle, monte jusqu'en ton âme et observe la scène comme si tu étais assise à côté de ton âme. Observe avec autant de neutralité et de bienveillance. Si tu te mets du côté de l'âme, c'est pas elle qui conduit la bagnole, c'est pas elle qui est l'ego. Donc, elle peut pas faire ses choix, l'âme, en haut. Donc, finalement, au niveau de l'âme, on peut imaginer une sorte de lâcher-prise et de détachement de « c'est bien quand même, les chemins de ta robe ». C'est intéressant, c'est-à-dire que moi j'imagine les âmes là, c'est très symbolique ce que je vous dis, parce que c'est pas ce que je vis en lecture, mais qui sont toutes assises sur le canapé avec des pop-corn en train de regarder comment ça se passe en bas. Ça s'amuse bien. Pas misé. Ça
m'amuse bien parce qu'il y a du suspense. Et donc, cette troisième place, pour moi, c'est quand un être humain incarné a réussi à s'extirper de l'ego, voit où est-ce que l'ego l'emmènerait. Ah là, tu sais, le premier outil que je délivre, c'est le bouton pause. Sois capable juste de te mettre en pause. Arrête de vivre comme un petit hamster dans sa roue, tout le temps en réaction. Pause. Tu as le droit d'observer la scène. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite à une question. Tu n'es pas obligé d'agir, de réagir, enfin, tu vois, d'être vraiment dans le toujours. Pause. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Là, dans cette situation, dans cette posture-là, je peux observer ce que mon ego a envie ou ses habitudes. Hein, vers où est-ce qu'il m'emmènerait? Donc c'est là où commence à arriver le libre arbitre, cette sensation de alors je vois bien où je suis, mais oui, tout à fait. Je vois bien où est-ce que j'irai, dans quel scénario, et c'est là cette notion de champ des possibles aussi. C'est-à-dire que finalement, cette troisième place, c'est plus la place du réalisateur. L'acteur, l'ego, le réalisateur. Et on peut l'atteindre justement en tant qu'humain avec cette notion de les gens n'aiment pas ça, mais de travailler sur soi. Oui, le fameux jeu du jeu, JE, qui est dur à assimiler encore une fois pour pas mal de gens. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tous ceux qui crient au New Age à chaque intervention un petit peu trop, qui considèrent comme étant positiviste, alors que ça peut être la clé, que ça peut être salvateur au final, et que rien n'est fait par intérêt. En général, ce sont des conseils qui sont donnés venant droit du cœur. Certains pourraient rétorquer, ok, l'âme elle est en haut, elle regarde avec du popcorn assis sur le canapé, et il y a du suspense, mais il y a également de la souffrance, il y a également de la peur, il y a également du désarroi. Et c'est là où ça devient délicat de se dire, de dire à autrui, ça fait partie du jeu. Alors, là où il y a de la peine, du désarroi, tout ce que tu m'exprimes là, c'est dans le game. C'est pas au niveau des âmes. Hein. Les âmes ne sont pas dans du désarroi ou dans de la peur. D'accord. Donc, on en revient à cette notion de oui, mais est-ce que finalement, j'ai décidé de le vivre comme ça? Ou est-ce que c'est justement mon ego qui le vit comme ça? Parce que si je regarde à côté, peut-être qu'une personne, elle le vit différemment. Pourtant, on vit la même chose. Je vais te donner la petite image que je donne pour travailler sur les émotions en séance, où je leur explique, ok, une des règles fondamentales à ne jamais oublier, c'est je suis créateur de mon émotion. Je suis créateur de mon émotion. Vois tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va se balader tous les deux dans une zone pavillonnaire. Et puis, toi, tu es un être proche de la nature, des animaux, donc tu es familier avec les animaux. Moi, pas du tout. Moi, j'ai grandi dans une tour d'ivoire, là, pas du tout les pieds sur terre, on va dire. Et puis, pendant cette balade, évidemment, il y a plein d'informations que ton inconscient capte, même s'il ne va pas les traiter au niveau de la conscience. Et l'inconscient récupère toutes ces infos. Et parmi toutes les infos, pour la bonne illustration de cette petite image, il va y avoir des panneaux avec écrit « Attention, chien méchant ». D'accord ? Inconsciemment, donc c'est pas en conscience, inconsciemment, je vais peut-être te laisser plutôt côté trottoir et moi, je vais me mettre côté route. Ça, c'est juste au niveau inconscient, j'ai reçu l'info. Même si j'en ai pas conscience, je vais me mettre un petit peu en sécurité. Parce que je crois être en sécurité. D'accord ? Dans mon paradigme à moi. Et puis, pour la bonne démonstration, il y a un chien qui va aboyer, se mettre au portail, là, et qui va nous saluer. Toi, spontanément, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu aimes les vivants, les animaux, etc. « Salut mon pépère, mais comment ça va? Mais t'es beau, toi, comment ça va ?» Regarde Tamara, le chien nous dit bonjour. Tamara, au même moment, elle est en PLS, elle a eu super peur. C'est pas le chien qui m'a fait peur. Puisque au même moment, au même endroit sur cette planète, toi qui es juste à côté de moi, tu n'as pas eu peur. Tu as été en joie. Qui sont quand même deux émotions totalement opposées en termes de fréquence. La peur, la joie. Mmh. Donc je suis créatrice de mon émotion. Donc pour répondre à cette observation, oui, bien sûr, en bas c'est peur, chaos, mais qui a décidé? Encore une fois. Qui a décidé? On voit bien qu'en ce moment, on essaye beaucoup de nous faire peur. Ça devient presque rigolo quand même. Si tu le regardes avec cette regard, alors je sais qu'il y en a certains qui me disent « mais qu'elle affronte, t'es insolente, etc. Tu te rends pas compte, on parle de gens qui meurent. » Oui, mais pas que. C'est-à-dire des gens qui meurent, il y en a
toutes les secondes, hein, partout, de plein de choses. Il y a des choses même affreuses qui se passent sur cette planète. C'est pas une nouvelle. C'est pas quelque chose de je viens de l'apprendre là depuis 2 ans en fait, que l'homme est mortel. Non, c'est pas une nouvelle. Par contre, quand je regarde à quel point on essaye de me faire croire tout le temps que je vis la pire de mes existences en fait. Donc il faut avoir peur, il faut se méfier, c'est des injonctions permanentes. Bon, ben là, toujours pareil, quand tu le remets à ta réalité, voilà, ton petit chez toi, si tu veux même juste dans ta douche, oh ben là ça va bien, là je suis sous l'eau chaude, là ça va bien, tant qu'il y a de l'eau chaude, ça va bien. Quand elle sera froide, on verra, on apprendra à se revivifier, et ça va nous faire du bien, on sera content aussi. On verra cet hiver. La démarche, c'est vraiment... mais qui décide de mon état interne? Qui décide que ça me fait peur et que ce soit le chaos? Est-ce que c'est mon chaos dans mon quotidien? Ou est-ce qu'on veut me le faire croire? Et donc, commencer à le créer. Tu as un site qui s'appelle Be Human, c'est bien ça? Ouais, Tamara Be Human, ouais. C'est évoqué au début dans l'introduction. Tu es passé donc par la case psychologue, si je ne m'abuse. Tu étais dans la psychanalyse, ensuite coach de vie, et ensuite tu es parti sur la guidance et la voyance. Tu parles de l'ego et donc de la transmutation, du fait de pouvoir le dissoudre le plus possible et de le dompter en quelque sorte. Est-ce que tout ça, ça a été évident pour toi dès le départ au niveau de ta pratique, ou c'est venu avec le temps? Écoute, avec la rétrospective, parce que je vais avoir 44 ans maintenant, donc avec la rétrospective, j'ai vraiment l'impression d'avoir marché sur un chemin d'or comme Dorothée. Je ne suis pas du tout en train de dire que ma vie a été facile. Pas du tout. Mais dans le sens où il n'y a pas de hasard finalement. Là où je croyais avancer dans une vie un peu chaotique, hésitante, pas trop savoir, là où les autres avaient leur diplôme, leur machin, leur bidule, je vois que tout fait sens. Donc j'ai commencé par la psychanalyse. C'était vraiment le big boss qui m'intéressait. Qu'est-ce qui conditionne un être humain en fait? J'étais déjà là-dessus sans trop le savoir. Donc l'inconscient. On étudie beaucoup l'inconscient. D'accord. Je suis sortie là en me disant super, c'est vraiment très intéressant, mais c'est pas du tout le métier que je veux faire, parce qu'un psychanalyste, on est sur une interprétation, donc sur quelque chose de très intrusif, et c'est des inductions directes que tu vas donner à la personne. Donc ça me plaisait pas trop. Je découvre le coaching par hasard. C'est le coaching qui vient me chercher plus que l'inverse. Là, bizarrement, à cette époque, alors coaching, on est en 2005-2006 quand je fais ma formation. Il n'y a aucun cours, j'ai regardé encore il y a quelques mois, aucun cours sur l'ego. Il y a des mots qui sont complètement tabous. Et si bien que quand moi je m'installe en tant que coach, donc on est en 2007, le mot spiritualité est un tabou. Les mots tels que âme, on n'en parle pas du tout. La seule chose que l'on travaille en termes d'accompagnement, c'est des objectifs très pragmatiques et très dans la matière. Et c'est à partir de 2010-2011 que petit à petit, je commence à voir arriver en cabinet des vagues de personnes qui viennent du bout des lèvres me dire c'est quoi en fait, pourquoi je suis là? C'est quoi en fait ma mission de vie? Il y a ce mot-là qui commence à arriver en séance, là où avant il n'existait pas du tout. Donc là, on est à peu près en 2011-2012, c'est bon, je crois que tous les professionnels l'ont vu, c'est ça y est, boum, il y a une petite feuille qui sort de terre, ça commence à pousser. Et puis là, j'avais déjà quelques années de pratique. Moi, c'est en 2013-2014 que j'ai commencé à mettre en place la formation Be Human. C'est-à-dire que je pratiquais jusqu'alors du coaching brut, hein. Je n'avais pas les canaux qui étaient réouverts, on va dire. C'est arrivé en 2015. Je pratiquais du coaching brut et vraiment, mon truc, c'était chaque personne est unique, quoi. Donc, chaque séance, c'était quelque chose de nouveau, etc., etc. Sauf que je me rendais compte au fil de la pratique que, oui, ils sont tous uniques, tous ces gens de l'amour, là. Mais enfin, ils ont quand même les mêmes outils. Enfin, pas les mêmes outils, mais les mêmes... ils sont faits des mêmes matériaux, quoi. Un mental, une émotion, un ego. Et encore physique, bien sûr. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, est-ce que ça serait complètement dingue que de mettre en place des protocoles, des formations, depuis la nuit des temps, ça existe déjà sur la maîtrise de soi. Moi, je me suis simplement contentée, au lieu de dire ça, c'est la solution, de récupérer tous les outils que j'avais récupérés dans mes boulimies de formation, d'ateliers, en tant que participante, hein, jusqu'alors, hein, parce que j'ai fait une grosse boulimie de moi, je veux tout apprendre de l'humain, parce que une vie, ça ne va pas suffire. Donc, de les regrouper par thème et de les mettre
au service. Donc là, ça a été un petit challenge à titre personnel, c'est-à-dire que pendant 2 ans, quand les gens venaient me voir en cabinet, quelle que soit la problématique, quelle qu'elle soit, hein, et Dieu sait qu'en coaching, ça peut être vaste, hein, quelle que soit la problématique pour laquelle ils venaient me voir, je disais, ok, tu me fais confiance? Allez, on va essayer un truc. J'ai bien entendu pourquoi tu es là, mais en fait, moi, je vais te faire travailler là-dessus. Et à ma grande surprise, les gens ont été d'accord. Bon, j'avais déjà une petite notoriété sur la ville, hein, donc les gens me faisaient confiance en tant que coach. Je n'étais pas débutante, je veux dire. Donc oui, ils m'ont fait confiance. Et pendant 2 ans, j'ai eu du coup mes premiers cobayes sur cette formation qui serait peut-être plus une initiation, hein, à la maîtrise de soi. Et à valider que, eh ben oui, en fait, quand je me connais mieux, quand je me maîtrise mieux, quand je sais comment je fonctionne ou comment je dysfonctionne, bah, il y a plus de 80% des objectifs de coaching que je peux atteindre seule. Donc, gagner mon autonomie. Donc, par rapport à ce cheminement, c'est par le fruit de l'expérience qui s'est créé. Ça n'a pas été une évidence, ça n'a pas été une décision. Ça n'est que mes expériences, c'est comme la guidance ensuite. Alors, pas la voyance, hein, tu as dit la voyance, non, pas la voyance. Mais quand la guidance s'est installée ensuite, ça m'a mis très à mal, moi, parce que ça faisait des années que je travaillais en coaching. J'avais un petit peu du coup cette notoriété dans la ville qui fait que ça y est, je me dégage un petit peu et puis j'ai plus d'épreuves à faire, quoi, ça va. Et puis les canaux de perception se réouvrent. Alors à l'époque, je disais de façon violente, maintenant je vais dire de façon fulgurante. Bon, enfin, ça a été violent quand ça s'est passé, quand ça s'est produit. Et là, j'étais en panique totale. Bon, déjà, mon ego était très vexé parce que, bah, d'accord, j'ai passé toutes ces années à étudier pour rien. Parce qu'en fait, en guidance, c'est pas toi qui produis la réponse. Donc, on s'en fout que tu saches ou pas. Donc, mon ego était très vexé. J'avais plus de mérite, hein, d'être une bonne professionnelle. Tu vois. Et puis surtout, j'ai eu très peur. J'ai eu peur de perdre toute ma clientèle qui venait chercher quelque chose de très pragmatique. Donc, si tu veux, ça n'a pas été ça n'a pas été des décisions, c'est ma vie qui m'a toujours menée. C'est ce qui me fait te dire, c'est un petit peu comme si je marchais sur le chemin d'or là, de Dorothée. C'est ma vie qui m'a menée à chaque fois, par l'expérience, à m'aligner, tout simplement, à m'adapter, à pas mettre de résistance. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup en séance, et surtout en ce moment, tu sais, le secret, c'est mets le moins de résistance possible, parce que c'est notre état naturel finalement, c'est notre état originel. Et si on est éloigné de notre âme, c'est parce que notre ego est parti en courant là. Mais beaucoup d'énergie à nous en éloigner. Mais finalement, si je lâche la résistance de l'ego, naturellement, je suis. Et ça passe par... Excuse-moi, est-ce que ça passe par du coup se détacher du contrôle, effectivement, mais de la prévision, de la planification, on fait quoi? On prévoit plus rien? Comment on avance un projet? En tant qu'entrepreneur, la question, elle est assez fatidique pour ma part. Ouais. On a souvent une liste des tâches à effectuer, on a des dates butoirs, on a des objectifs, et on peut réduire ça au maximum et relativiser. Mais est-ce qu'on peut se fier à la providence dans tous nos projets maintenant, dès maintenant? Non, je ne le dirais pas comme ça. Pour moi, il y a une différence entre l'énergie du contrôle et de la maîtrise. Dans le contrôle, je suis basée sur de la peur et c'est vraiment au millimètre près, quoi. C'est-à-dire s'il y a le moindre grain de sable dans les rouages, il y a tout qui se casse la gueule. Si ça ne se casse pas la gueule, ça va me demander une énergie permanente, constante, de tout maintenir. Ça, c'est l'énergie du contrôle. Dans la maîtrise, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. C'est-à-dire j'ai confiance en moi. Je lâche prise sur tout ce qui peut venir à l'extérieur. Mais je compte sur moi. Et en tant que créatrice, ou en tant qu'auto-entrepreneur, ou en tant qu'entrepreneur tout court, auto ou à plusieurs, mais en tant que chef d'entreprise et autres, il ne s'agit pas de me lever les matins. Lâcher prise, ça ne veut pas dire que je me déresponsabilise. Hein. Ouais, ben c'est une belle distinction, c'est important d'appuyer et de souligner ça quand même. Je lâche prise, du coup, c'est bon. Eh ben non, tu étais venu pas pour regarder, tu vois, les oiseaux chanter, quoi. Tu n'es pas venu pour te révéler, tu es venu pour être incarné quand même, pour créer quelque chose, ne serait-ce que ta vie quand même. Donc si tu te mets sur le bord en disant bon, c'est bon, je me laisse faire, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer, c'est sûr. Il y a une mécompréhension de ce côté-là, c'est bien de le répéter et de le souligner, ouais, effectivement. Alors, je te donnerai une petite distinction sur le côté, alors comment je fais du coup avec mon entreprise là, pour ne pas être dans l'énergie du contrôle, mais m'assurer quand même que ça avance.
Mais la clé, elle est là, justement, c'est de la fluidité. C'est-à-dire que tu as des impératifs à tenir en termes de timing, mais tu as tout le temps des marges de manœuvre. L'idée, c'est vraiment de laisser de la place à serendipity, à l'émerveillement, à la surprise. Je mène ma vie, je mène ma barque comme un capitaine du navire, donc je suis responsable, je pose mes actions, mes pierres à l'édifice, ma planification, etc. Par contre, je lâche cette énergie de contrôle de il faut que ça doit se passer comme ça, sinon je suis dans une énergie de peur, de manque de confiance, etc. Si, voilà, en fait, moi, ce que je veux, c'est que ça se passe comme ça. Mais je garde cette fluidité et cette ouverture à ce que la vie, souvent, on s'en occupe bien mieux. Tu constateras que, voilà, moi, je donne la direction comme un capitaine. Voilà. Donc, sur la notion de temps, par exemple, mets-toi des marges de manœuvre. Si ça doit être rendu pour dans 72 heures, toi, tu vas te préparer pour dans 48 heures. Super. Ça veut dire qu'il me reste encore 24 heures à exploiter, d'accueillir pour perfectionner, pour réajuster, pour me réaligner, pour, tu vois. Donc, au lieu d'être toujours serré, de la marge de manœuvre, laisse la vie t'apporter dans, je dis pas à toi personnellement, mais pour les personnes qui nous écoutent, j'utilise souvent le je et le tu, c'est pas que je, Tamara, ou tu, la personne en face. Hein. Mais c'est vraiment laisse-toi le temps dans ta vie, à ce que ton âme puisse intervenir, à ce que la vie puisse te surprendre, à mettre de la fluidité de partout. Et là, on n'est plus sur une énergie de contrôle, mais sur une énergie de maîtrise. On devient un super soldat de lumière en quelque sorte. Et là, alors peut-être avec tous ces conseils, on peut éventuellement faire face à tout ce qui va arriver, c'est-à-dire du jour au lendemain, peut-être c'est avoir des coupures d'électricité et de courant, ce qui est prévu. Qui sait, peut-être aussi un blackout au niveau d'Internet. Éventuellement aussi au niveau des carburants, des énergies fossiles qui seront plus à disposition. Là, on peut éventuellement tout transcender et y arriver. Oui, alors le fil est assez fin parce que ça nous demande cet exercice de ce que moi j'appelle la préparation mentale. Hein, en coaching, c'est l'inverse de tout ce qu'on apprend, où finalement, pendant un laps de temps très court, je vais faire face à mes peurs. Face it. Qu'est-ce que je redoute? Je redoute de ne plus avoir de carburant, je redoute de ne plus avoir d'internet, je redoute de blablabla. Face it. Imagine que tu le sais déjà. Bon, bah, t'es pas mouru. Tu vas pas rester comme ça. Ah, je bouge plus. Ah, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet. Ah, bah, du coup, je ne vis plus. Bah non. C'est-à-dire que la vie va continuer, elle. Et c'est ça le grand apprentissage aussi du tout. La vie continue. Regarde dans une forêt, il y a un incendie. La vie continue. Avant, pendant et après l'incendie. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que je vais face it mes peurs. J'imagine que je suis déjà... Bon, alors, ça y est, il n'y a plus d'internet. Il n'y a plus d'internet. Ça y est, il n'y a plus d'électricité. Ça y est, il n'y a plus de chauffage. Et bien, comment je m'en sors? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je propose? Le fil est fin parce qu'il ne s'agit pas non plus, tu sais, comme ces mouvements survivalistes, là, de dévaliser les magasins de toutes les bougies que je peux trouver, ou de, tu vois. Donc, le fil est fin, parce que sinon, je vais être dans une énergie de peur, encore une fois. Et je vais me créer des scénarios dans la tête, là, qui ne laissent pas la place, comme on dit tout à l'heure, au champ des possibles, à l'émerveillement et à ce que ça puisse bien se passer, en fait. J'avais oublié d'y penser que ça pouvait bien se passer. Mais c'est plutôt, déjà, faire cette préparation en termes de solutions, en termes de ressources, et ne pas oublier de se faire son petit check-up en termes d'émotions. Dans quel état je serai. Il n'y a rien de plus inconfortable pour un être humain que l'insécurité. Et c'est comme, tu vois, ça sera lié à la peur. On plonge beaucoup dans ce sentiment d'insécurité. Pourquoi? Parce que dans l'insécurité, on est comme le lapin dans les phares. La peur est cette énergie qui consomme et consume le plus d'énergie pour un être humain. Hein, je rappelle, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Il y a des émotions qui sont énergisantes, qui me donnent de la force. On parle Star Wars, là. Donc, la gratitude, l'amour, la joie, le plaisir, l'émerveillement, le bonheur sont des émotions qui vont me nourrir, qui nourrissent mon être, qui me donnent de l'énergie. Miam, miam. Et au contraire, en bas de l'échelle, on a les émotions énergivores, celles qui me consomment, qui me consument. On le voit même auprès d'un petit enfant, quand il fait une grosse colère, il est KO après, il est fatigué. Quand je suis triste, c'est pareil, j'ai un gros coup de pompe derrière. Et quand je suis dans la peur, je suis tétanisée. Donc, ce sentiment d'insécurité voulu, j'espère que je ne vais pas trop loin en disant comme ça, mais pour moi, ce qu'on veut, c'est annihiler l'être, dans le sens de « je ne bouge plus ».
Pas que, la peur aussi fait chuter le système immunitaire, hein, c'est prouvé scientifiquement. Alors, quand tu fais ce combo-là, déjà, je suis plus capable, plus je suis dans ma peur, moins je suis capable de m'orienter solution, de créer cette information solution et de me mettre en mouvement. Une énergie, une émotion, ça vient du mot émovere, se mettre en mouvement. Elle me met en mouvement. Or, dans la peur, ça cristallise tellement que je suis vraiment comme le lapin dans les phares. Oh, je vais me faire écraser, oh, je vais me faire écraser, oh, je vais me faire écraser. Donc, quand tu rajoutes ça à cette cristallisation, si tu la regardes au niveau micro, au niveau de l'organisme, pourquoi est-ce qu'on dit non, petit padawan, sors de la peur, épouse amour plutôt, ça va aller mieux. Parce qu'au niveau de l'être humain, ça a été vu, démontré, hein, à quel point si la cellule à l'intérieur est... ça fait de la maladie. Donc évidemment, quand tu fais ce combo de inertie, force d'inertie, incapable de créer de la solution, donc je vais aller là où on va me dire que ça c'est bon pour toi, ok, ça c'est bon pour moi. Non, c'est là en fait, ah d'accord, ok, c'est là. Parce que je suis plus capable de réfléchir et d'envisager des solutions. Mais évidemment, comme tu le dis, si en plus de ça, on vient réduire mon système de vie naturelle, biologique, et donc mon taux d'immunité naturelle par de la peur et par la cristallisation, là, non seulement je suis vulnérable, mais en plus je suis faible. Merci beaucoup Tamara pour toutes ces explications, pour le moins passionnantes. Je souhaiterais avoir un petit mot de fin par rapport à ce que tu aurais envie de nous dire, clairement, par rapport à la thématique de ce soir, mais même plus globalement, qu'est-ce que toi, tu aurais comme message à véhiculer en ce moment? Je rigole d'avance parce que bon, ok. Là, vraiment, ce qui me donne envie ce que j'ai envie de dire au monde entier, si je le pouvais, c'est amusez-vous, hein. Ne faites pas avoir. Faites-vous une promesse avec vous-même de rien ni personne pourra m'empêcher de m'amuser, hein. On est venu pour s'éclater. C'est qu'un tour de plateau, hein. C'est qu'un tour de jeu, hein. Au niveau des âmes, on le voit bien, ça. À quel point c'est un tour de Monopoly. Donc, vous ne m'enlèverez pas ma joie. Vous ne m'enlèverez pas mon plaisir, mon émerveillement. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est amusez-vous, émerveillez-vous. Parce que quand on prend le temps de s'émerveiller, ce qu'on disait tout à l'heure avec la forêt qui prend feu, oui, ça peut être le chaos. Et dans le chaos, je peux voir la vie qui continue. Et la vie est tellement belle. Ça paraît rien dire comme ça, la vie est belle, ces 3 mots. Mais prenez le temps de l'observer, de la regarder, de la savourer, de l'humer, de l'infuser et de l'envoyer vraiment. Et aimez-vous les uns les autres. C'est pour ça que je rigole parce que j'entends déjà ma réponse qui est très... je l'assume totalement. Aimez-vous, aimez vos proches. Il n'y a que ça qui compte au bout du chemin. Combien de personnes sur leur lit de mort nous le rappellent? Combien d'âmes nous l'insurgent, nous l'insufflent, pardon, pour le bon mot. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Si tu aimes un cactus, eh ben, passe ta vie à l'aimer, ce cactus. Si tu aimes un chien, passe ta vie à l'aimer, ce chien. Si tu aimes ta voisine, ton enfant, aime-les. Le reste, ouf, ça compte tellement pas. Tu sais, tous les anciens nous l'ont dit. La seule question qui est valable, qui est posée après l'existence, c'est comment tu as aimé. Oui. Une belle touche positiviste et encore que, je dirais, réaliste en fait. Au final, je te remercie beaucoup encore une fois Tamara. Le site c'est BeHuman, donc on va le mettre en lien dans la description bien entendu. On sera ravis de t'accueillir ultérieurement à n'importe quel moment. Il y a aucun souci, on se reverra plus tard, j'espère en tout cas. Merci et tout plein de choses à toi sur ton parcours et pour la suite aussi. Merci beaucoup Tamara. Je vous rappelle donc que la semaine prochaine on recevra François Bleuez, donc en différé encore une fois, c'est le langage des oiseaux, donc on va décrypter, décoder ce langage avec François qui nous fera passer par les origines, l'étymologie et aussi une petite analyse des proto-langages. Je vous dis à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend au moment où vous nous écoutez et à très bientôt sur Âme des Signes.